j'ai le grand plaisir d'accueillir Florence Dupont, qui est très connue, qui est une grande antiquisante, même si le mot est affreux, mais qui aujourd'hui nous fait le plaisir de venir nous parler d'une histoire polycentrée de l'Antiquité gréco-romaine. Et dans son titre, il y a « pour une histoire ». Donc, on sent déjà ce manifeste, ce militantisme que vous allez découvrir si vous ne la connaissez pas. Florence Dupont est une latiniste et helléniste très réputée, professeure émérite à l'université Paris Diderot, membre du centre Louis Gernet, et j'ajoute qu'elle est directrice de programme au Collège international de philosophie. Elle m'a prié de ne pas la présenter longuement, mais comment faire l'impasse sur le fait d'abord que c'est une chercheuse qui a fait voir le théâtre latin et grec d'une manière complètement différente. Dans ses publications sur le théâtre, et pas seulement dans ses traductions, elle s'est essayée à finalement donner une vision en couleur et j'ai envie de dire, en sensorialité du théâtre de l'Antiquité. Pour nous inviter à lire le théâtre, en particulier le théâtre latin autrement, certains d'entre vous ont peut-être vu cette année Thyeste, mise en scène par Thomas Joly, au Grand T, et c'est Florence Dupont qui avait fait la traduction, qui a été mise en scène. Ce que défend Florence Dupont sur le théâtre, c'est qu'on nous en a souvent présenté une vision très sèche, très scolaire, très littéraire et trop littérale. Et le théâtre, c'est toute une ambiance, c'est le corps, c'est la danse, c'est la convivialité. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir et je ne vais pas y revenir, mais je voudrais insister sur le fait que Florence Dupont a vraiment permis de voir le théâtre autrement. Mais pendant que j'y suis, j'aimerais bien citer tout de suite cet ouvrage qui a un succès phénoménal, paru en 2007, Aristote ou le vampire du théâtre occidental. Juste le titre est un programme. Aristote ou le vampire du théâtre occidental, un livre qui a eu un succès énorme, qui est traduit en allemand, en serbe, en slovaque, en portugais et que sais-je. Et bientôt en arabe. Ah, oui, Aristote ou le vampire du théâtre occidental. Mais comme le disait Florence, mais je suis presque jamais traduit en anglais parce que ma vision de l'Académie peut peut-être déranger. Ce sera déjà une question qu'on pourra se poser tout à l'heure. Donc ces travaux sur le théâtre sont extrêmement connus, mais c'est aussi cette dimension anthropologique qu'elle a apportée à l'étude de la littérature et de la civilisation de l'Antiquité, qui est très importante, aussi bien dans le plaisir et la loi, du banquet de Platon au Satyricon de Pétrone, qui était vraiment un moment décisif, fondamental dans l'étude d'ailleurs de Pétrone. Mais je ne veux pas énumérer ces titres. Je voudrais dire aussi que son approche du théâtre et de l'Antiquité, plus ses traductions, ont fait qu'on voit aujourd'hui l'Antiquité autrement. J'aimerais citer un autre titre, qui est le premier d'ailleurs que j'ai lu de Florence Dupont il y a bien longtemps, Homère et Dallas. Dallas, la série Dallas, la série avec JR. Homère et Dallas, je ne sais plus la date de publication, mais c'était déjà cette tentative de secouer les idées reçues et de rapprocher l'épopée grecque des feuilletons à succès qu'on voyait à l'époque et se demander ce qui faisait la culture populaire de l'Antiquité et d'aujourd'hui. J'aimerais citer enfin ce troisième titre qui est celui le plus proche de ce que vous allez nous expliquer ce soir, L'Antiquité, territoire des écarts. Ce sont des entretiens. Et c'est bien le mot « écart » qui fait sens dans cette invitation par l'Institut d'études avancées au lieu unique. À l'Institut d'études avancées, on essaye de prendre du recul ou de faire un pas de côté, de faire un écart pour juger différemment le monde, pour le penser, pour le rêver meilleur, à cause de ce pas de côté. Et c'est précisément parce que ils sont différents que les mondes grecs et latins nous donnent à penser aujourd'hui. Je vais donner tout de suite la parole à Florence, sans plus attendre. Merci beaucoup. Oui. Je peux avoir
Ok. Bon. Ouais, d'accord. Merci. Bon, d'abord, bon, très brièvement, mais quand même, merci de cette invitation parce que les antiquisants ne sont pas souvent invités. On n'a quand même pas très bonne presse, et d'un côté et de l'autre. Bon, donc c'est une occasion pour moi et mes amis d'être présents parmi vous. Alors je dis bien moi et mes amis parce que j'ai jamais travaillé seul et j'ai pas l'intention de commencer maintenant, c'est trop tard. Et voilà, donc en fait je viens ici pour vous présenter le travail d'un groupe de jeunes antiquisants. Alors, ils sont jeunes pour moi, pour certains, et ils sont vieux. Mais disons que ils ont entre 30 et 40 ans. Un groupe de jeunes antiquisants qui sont des enseignants et chercheurs. Et on a commencé à travailler ensemble depuis 6-7 ans. Et on a fait un séminaire à Paris 7. Et l'an prochain, on est accueillis par le Collège international de philosophie. Alors, quel est notre projet? C'est un projet ambitieux. Rien moins que d'opérer une révolution épistémologique, je souligne le mot, je l'ai bien pesé, hein, dans les sciences de l'Antiquité. Et tous ceux qui travaillent ensemble dans ce groupe ont tous une compétence en dehors du grec et du latin, en arabe, chinois, japonais, etc. Donc, ce projet est donc d'abord scientifique, mais il est aussi politique, et comme vous verrez, et il leur a été inspiré, parce qu'en fait, moi, je suis un peu marginal par rapport à ce nouveau projet, je vous expliquerai pourquoi. Enfin, comment? Parce que je préfère leur laisser la parole. Donc, c'est un projet qui nous a été inspiré par l'histoire mondiale de la France, dirigée par Patrick Boucheron, mais aussi en réaction au Post-Colonial Studies, vous verrez pourquoi. Et le titre aurait pu être l'histoire mondiale de l'Antiquité, mais on s'est dit, il fallait quand même pas exagérer. Voilà, donc on en est resté là. Alors, attendez, je vais voir si ça fonctionne. Si. Voilà. Donc, oui. Donc, c'est le Antiquité, territoire des écarts, c'est le nom de notre groupe. Et vous voyez que ceux qui ont travaillé, moi, je suis pas dans le groupe, Carole Boitin, Tristan Moffret, Maxime Pierre et Antoine Pietrobelli. Notre seul regret, c'est qu'il y ait qu'une seule femme. Bon, donc de temps en temps, ils me mettent avec pour faire un peu mieux, mais voilà. Bon, la prochaine fois, on essaiera de faire. On n'a pas trouvé. Voilà, c'est tout. Alors, donc c'est ce projet que je voudrais vous présenter et les enjeux de ce travail au-delà des disciplines directement concernées. Alors. Cela dit, ce que je vais dire, je suis seul responsable. Parce que, bon, on a préparé ensemble la problématique, mais j'ai un peu tiré la couverture de mon côté, et je suis pas sûr qu'ils seraient tous d'accord. Alors, mon exposé va s'organiser comme ça. D'abord, je vais présenter la problématique générale et comment nous en sommes arrivés à faire ce séminaire cette année. Et puis ensuite, je vous donnerai les résultats, les premiers résultats que nous avons eus, selon les interventions de nos invités, et j'essaierai de faire un bilan. Alors, d'abord, si on peut passer, voilà. Alors, donc. La problématique générale va être en deux parties. Et je voudrais commencer par ce qui a été notre premier travail, qui était une critique de ce qu'on appelle généralement le grand récit, à la suite de Lyotard, des origines de l'Occident. Je vais être rapide, mais je vais quand même rappeler où on en est. D'abord, comme vous savez sans doute, l'Occident s'est identifié depuis le début des temps modernes, c'est-à-dire la Renaissance, jusqu'à aujourd'hui à l'Antiquité gréco-romaine. On peut dire qu'il y a eu 3 périodes. Pendant la période classique, jusqu'à la querelle des anciens et des modernes, c'est-à-dire à la fin du XVIIe, les Européens se considèrent comme les continuateurs, et pour ainsi dire les contemporains des anciens Grecs et Romains. Je le rappelle parce que tout le monde ne le sait pas. Ensuite, pendant la période que j'appellerais romantique, 18e et début du 19e, l'Antiquité gréco-romaine n'est plus le présent, mais c'est le passé de l'Europe et le début de son histoire. Je dis bien histoire, début de son histoire. Et ensuite, à l'époque contemporaine,
que je fais commencer à la fin du 19e et au 20e siècle, et même en ce début du 21e. Non seulement l'Antiquité est placée au début de la modernité occidentale, mais elle en devient l'origine. Et c'est là-dedans qu'on patauge donc depuis plus d'un siècle. En effet, tout ce qui caractérise la modernité comme culture au sens large est projeté dans l'Antiquité gréco-romaine qui aurait tout inventé, je dis tout, enfin presque tout, par exemple la rationalité, le théâtre, la démocratie et le droit. Et quand je vous dis ça, c'est pas simplement dans le domaine académique. Vous avez vu quand il y a eu les problèmes avec la Grèce, qu'est-ce qu'on voyait partout? Comment la Grèce va sortir de l'Europe? La Grèce qui a inventé la démocratie. Bon, c'est évidemment faux de A à Z, mais voilà. Donc c'est ça, voilà. Donc nous qui sommes démocrates, enfin qui prétendons l'être, on aurait coupé avec le pays qui aurait inventé ça. Bon, je dis que c'est là-dedans qu'on patauge. Alors, donc, de telles inventions sont évidemment problématiques, et c'est pas ça dont je vais parler aujourd'hui. Ça a été fait. En effet, ni la démocratie athénienne, ni le théâtre grec ou romain n'ont à voir avec ce que nous appelons la démocratie ou le théâtre. Mais encore, la notion même d'invention est aussi suspecte que celle de civilisation. Alors, vous voyez, ça renvoie à nos travaux précédents. On a publié dans Cahiers des mondes anciens un colloque qu'on avait fait sur la civilisation critique, épistémologique et historique. Bon, si vous voulez que je vous en parle, j'en parlerai, mais je ne vais pas passer mon temps à ça. Alors, pour l'instant. En effet, si vous voulez, l'idée, c'est comme si Athènes ou Rome avait par miracle apporté la civilisation à des populations barbares. Cette civilisation étant une anticipation de la modernité. Bon, c'est un schéma, vous devez connaître, et on est toujours dans le déjà, mais pas encore. Déjà, les Grecs, etc. Mais bon, bref. Alors, ce grand récit des origines, il est omniprésent dans la littérature savante et les publications grand public. On retrouve donc sans cesse de l'Antiquité à nos jours. C'est un récit téléologique à sens unique où la fin, c'est toujours nous, c'est-à-dire les Européens d'Occident, aujourd'hui. Alors, ce grand récit qui se présente comme une histoire de la civilisation, c'est-à-dire de la modernité occidentale, a servi à écrire des histoires nationales, impérialistes, du genre « nous les Européens, nous avons conquis le monde, c'est parce que nous étions plus civilisés, et parce que ce supplément de civilisation, nous le devons à nos origines gréco-romaines, et nous les Français, nous avons civilisé l'Algérie comme César avait civilisé la Gaule. » Bon, en réaction, les nationalismes européens, ou plus tard des États décolonisés, se sont inventés des ancêtres pré-romains, gaulois, germains, berbères, phéniciens, etc., qui auraient ainsi résisté à l'impérialisme romain ou grec, et ce sont ces ancêtres qui leur donneraient aujourd'hui leur identité ethnique, autre miracle. On se demande comment. Ce qui revient à faire de la Grèce et de Rome le double épicentre et l'origine implicite de leur histoire commune. Là, je sais que j'avance un pas un peu moins évident. Enfin, d'autres ont revendiqué pour des cultures extérieures à l'espace grec et romain l'origine de la modernité avant les Grecs et les Romains. C'est le fameux livre, fameux au moins pour les antiquisants, Black Athena, qui évidemment, et puis il y a aussi plus subtil, Amartya Sen qui a écrit La démocratie des autres, pourquoi la liberté n'est pas une invention de l'Occident. Alors en fait, ça revient à assimiler Antiquité grecque et Occident, et il y a quelqu'un qui se met à la place de l'Antiquité grecque. Mais on n'a pas avancé d'un pouce. On en est toujours au système des origines et à magnifier les valeurs occidentales et à leur origine. Si vous voulez, c'est la même modernité occidentale qui est simplement projetée sur d'autres origines. Autrement dit, les Égyptiens ou d'autres auraient été grecs et romains avant les Grecs et les Romains. Maintenant, deuxième point de notre problématique, positive, ce coup-ci, l'Antiquité gréco-romaine comme laboratoire. Hop, je voudrais la... Ah oui, d'accord, pardon. Bon, excusez-moi. Notre projet, donc, est d'abord de déconstruire ces grands récits identitaires qui s'enracinent sur une antiquité gréco-romaine construite comme le miroir de notre modernité et de briser l'illusion généalogique. Mais, ces récits, en effet,
j'élargis un tout petit peu le point de vue, ethnicise et essentialise les cultures, aussi bien que ce soit celles des dominants, les Grecs et les Romains. Dominants et dominés, je prends pas ces mots-là pour moi, je prends c'est en fait les points de vue de ceux dont je parle. Donc, les peuples intégrés progressivement. Donc, soit c'est les dominants, les Grecs et les Romains, soit c'est les dominés, les peuples intégrés progressivement dans l'Empire, mais les deux points de vue finalement fonctionnent sur le même schéma, hein, le schéma des origines, et ainsi est justifié le choc des civilisations. Et c'est un des reproches que je ferai à Édouard Saïd, qui prend cette perspective-là. J'ai même apporté le livre pour vous montrer la citation sur Eschyle. Bon, alors, mais donc en fait, il faut faire mieux, il faut aller au-delà. Je dis pas que ça n'a pas été utile, mais il faut aller au-delà. Et une perspective anthropologique introduite autrefois par Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, hein, qui faisaient des Grecs et des Romains des sauvages comme les autres, ont permis dans une première étape de rétablir l'altérité de l'Antiquité, c'est-à-dire de couper, hein, de couper cette généalogie illusoire. Alors, donc, dans le séminaire précédent de notre groupe, excusez-moi, je regarde l'heure pour ne pas, voilà, c'est bon, ne pas déborder. Donc, de 2013 à 2018, nous avons exploré cette altérité antique et brisé, je pourrais dire maillon après maillon, mais ça n'a pas tous brisé, hélas, l'illusion de continuité entre l'Antiquité et la modernité, entretenue, entre autres, par quelque chose qui est ravageur, qui est l'étymologie, en opérant un retour systématique au vocabulaire que je dirais systématiquement, par un mot qui est effectivement un peu à l'écart, indigène. Je dirais latin et le grec, c'est la langue indigène de l'Antiquité. Alors, par exemple, un théatron n'est pas un théâtre, n'a jamais signifié théâtre. Le mot pater n'a jamais signifié le père au sens où nous l'entendons, et une crisis n'est pas une crise. Je renvoie à des travaux qu'on a faits. Hein. Exemple emblématique de cette coupure qu'il faut absolument faire, hein, et qui est nourri par l'étymologie, c'est l'opposition entre logos et mythos qui traîne encore un peu partout, malheureusement, hein, qui reflèterait une dichotomie entre la pensée rationnelle et la pensée religieuse, qui est une opposition toute moderne et qui est sans fondement dans l'Antiquité. Pour ça, je renvoie toujours à... alors ça, Claude Calame, c'est un de nos amis. Hein, qu'est-ce que la mythologie grecque? Mais ce n'est pas parce que c'est nos amis que je cite, c'est parce que c'est vraiment très bien. Hein, voilà. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire que notre travail est un travail d'antiquisant, philologue, parce qu'il n'est pas possible de ne pas passer par la langue indigène, hein, c'est-à-dire d'ignorer le grec et le latin, et de laisser employer des mots comme ça, on pique un mot grec, un mot latin, et puis hop, et en fait, on en fait un mot contemporain. Voilà. Alors, donc, ensuite, et plus largement, je parle toujours de l'Antiquité comme laboratoire. L'Antiquité gréco-romaine offre un riche espace de savoir. En fait, c'est une chance, tous les documents que nous avons conservés. Et en fait, il est sans cesse enrichi, puisqu'il y a des documents qui sont trouvés. Hein, et c'est donc cet espace-là qui est susceptible de servir de laboratoire pour ce que d'autres ont appelé des expériences de pensée. Hein. En effet, son premier avantage pour faire ces expériences de pensée, incomparable, c'est d'être à une distance que rien ne peut abolir et qui est celle du temps. Actuellement, l'anthropologie traditionnelle, sur des sociétés lointaines et différentes, bon, cette possibilité-là s'évanouit, pour ne pas dire qu'elle est presque évanouie. Hein. Donc, en fait, on est un monde unifié et les expériences anthropologiques vont être de plus en plus difficiles, hein, puisqu'en fait, on va se retrouver soi-même partout, alors que là, au moins, hein, l'altérité est définitive. Ils sont définitivement différents et puis, du coup, on a le temps. On n'a pas besoin de courir après une civilisation qui est en train de disparaître. Enfin, autre avantage, et appartenant pour des raisons historiques à l'imaginaire de notre présent, cette antiquité peut avoir une action problématisante dans l'ensemble des disciplines contemporaines, en effet, y compris les sciences dites dures. Hein. Alors, par ici, on travaille avec des épistémologues des sciences. Elle fait voler en éclats les universaux anthropologiques contre un présentéisme qui se prend pour l'universel. Hein. Au lieu d'être l'identité de la modernité,
elle se révèle être son altérité, mais son altérité incluse, c'est-à-dire susceptible de la travailler de l'intérieur. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'Antiquité, elle revient toujours, et dans les espaces les plus médiocres. Hein. Je veux dire, dans toutes les revues, vous avez toujours la guerre de l'Antiquité à nos jours, le ceci de l'Antiquité à nos jours, et vous avez à chaque fois des horreurs. Bon, c'est-à-dire que les anciens, c'est nous, etc. Bon, alors, donc, mieux que toute autre ère culturelle, l'Antiquité gréco-romaine est un espace où peut s'épanouir une réflexion critique sur les savoirs contemporains et leur cadre épistémologique. Voilà. Les plus triviaux, hein, comme les plus pointus. Hein. Je vous donne un exemple récent. J'avais été invité à parler des faits divers. Je me suis aperçu qu'à Rome, il n'y avait pas de faits divers. Hein. Pourquoi ? Parce que la notion de fait divers, j'ai travaillé là-dessus, est liée à une société démocratique, c'est-à-dire où n'importe qui peut s'intéresser à n'importe qui, hein, dans le cadre de l'institution littéraire ou la lecture. Mais à l'Antiquité, non. C'est une société de... Rome, je devais parler de Rome, c'est une société de caste. Hein, et dans une société de caste, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc n'importe qui ne peut pas s'intéresser à n'importe qui. Bon, si vous voulez, je pourrais vous en parler plus longtemps, parce que je sens qu'il y a un peu d'étonnement. Alors, le second exemple touche aux sciences. La distinction entre astronomie et astrologie, qui nous semble aujourd'hui une évidence, ne vaut pas pour l'Antiquité. Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc, j'en viens à notre projet actuel, s'attaque à la notion même d'Antiquité comme ère géographique et temporelle, unifiée et centralisée à partir de quelques notions de départ, comme l'identité culturelle, le métissage ou le multiculturalisme. Pourquoi on a décidé d'y aller avec ces petits bagages ? En effet, le monde grec s'est étendu pour sa plus grande partie sur un territoire extra-européen, citons Pergame, Antioche ou Alexandrie. Quant à l'Empire romain, il ne fédérait pas seulement les habitants de l'Italie, l'Espagne, des Gaules ou de la Bretagne, hein, mais la Syrie, l'Arabie, l'Égypte, l'Afrique. Et c'était des provinces prospères, dynamiques. Hein. Donc, peut-on considérer les Grecs et les Romains comme des Occidentaux ou des Européens ? Sûrement pas. L'héritage gréco-romain ne s'est pas arrêté aux frontières du monde occidental. Donc, en fait, oui, je suis un peu en retard, donc je vais... Mais je sais que je suis en retard. Voilà. Voilà, bon. Enfin, je vais quand même... Je coupe pas trop parce qu'après, on comprend plus rien. Alors... Donc, si on regarde de près, si on prend le temps de regarder, on s'aperçoit que l'empire grec d'Alexandre, les royaumes hellénistiques, puis l'empire romain, furent en fait des espaces pluriculturels, et pour ce qui est de Rome, englobant l'ensemble du monde connu. Donc, il nous semble qu'on pouvait tenter l'expérience et aller voir si, à l'opposé de la théorie du choc des civilisations, qui évidemment est particulièrement pénible, hein, ces mondes anciens n'étaient pas des lieux de perméabilité et de fluidité interculturelle. Je veux dire, le choc des civilisations a beaucoup utilisé des exemples antiques, et c'est pas mal d'aller voir si ça fonctionne ou pas. Hein. Depuis, en fait, les années 1990, l'histoire globale envisage d'autres rapports mondiaux que les relations internationales entre les États, les échanges diplomatiques ou commerciaux, les guerres et les conflits. Et donc, les objets d'étude de cette nouvelle histoire que nous voulons faire sont avant tout culturels et intellectuels. Donc, voilà. Alors, cette perspective décentrée va nous permettre de... Alors, c'est pas joli comme mot, mais déseuropéaniser l'héritage gréco-romain. Je le dirai pas souvent parce que j'ai du mal, mais aussi de le désethniser et de le déracialiser. C'est important aujourd'hui, plus que jamais, quand la tête d'une liste aux européennes parle des racines gréco-romaines de l'Europe, pour la définir et ainsi l'opposer au reste du monde. Alors nous, on se sent insultés. Voilà. Bon, alors, voilà, excusez-moi. Donc, voici la perspective générale et les bases intellectuelles. Alors, je vais passer au premier résultat. Voilà. Alors là, je vous ai mis la liste de ce qu'on va voir et et on prendra ensuite point par point. Alors, ce qu'on va voir, c'est d'abord des séminaires, donc des invités qui nous ont proposé des sujets très précis, mais on
on est parti de leurs propositions et pour essayer donc d'aller un peu plus loin et de continuer notre problématique. Alors, d'abord, tous ces titres, ce sont donc eux qui l'ont proposé. Ce sont si vous voulez, je dirais pas des concepts parce que c'est un peu trop, mais disons des catégories d'analyse, quitte à les abandonner en cours. Alors, d'abord, la notion d'héritage différentiel. L'héritage différentiel signifie la chose suivante. Ça veut dire qu'il y a des cultures extra-européennes qui ont affirmé être les héritiers de l'Antiquité gréco-romaine, à juste titre d'ailleurs, hein, et qui ont fait de cet héritage bien autre chose que ce que l'Occident en a fait. Voilà. Donc, il s'agit donc d'autres généalogies. Alors, le premier exemple concerne la médecine indienne. Voilà. Alors, vous voyez Hippocrate. Ben oui, c'est Hippocrate. Oui, non, lui c'est Hippocrate, la tête que vous voyez. Bon, je crois. Bon, en tout cas, voilà. Alors, il s'agit donc ça c'est un membre de notre groupe, Antoine Pietrobrilli, qui est helléniste, qui a travaillé sur Galien, mais pas seulement, et qui a travaillé sur la médecine indienne. En effet, qu'est-ce qu'il nous a montré? C'est que dans le récit des sciences occidentales, il y a une diffusion des savoirs médicaux depuis Bagdad jusqu'en Inde qui est totalement occultée. Hein? Pourtant, les manuels actuels de médecine Unani, hein, tels que ça s'appelle la médecine indienne, qui est destinée aux étudiants des universités indiennes, retracent cette généalogie depuis la médecine d'Hippocrate et de Galien, et cette tradition pour enseigner l'histoire de leur discipline. Hein, c'est-à-dire, au début de l'histoire de la médecine indienne contemporaine, il y a Hippocrate et Galien, et donc ils sont considérés comme les fondateurs de la médecine Unani. Alors effectivement, leur nom, hein, Hakim Bucrat, alors excusez-moi si je prononce sûrement mal, et Hakim Jalinos. Hein. Et donc, voilà. Donc, Hippocrate et Galien deviennent donc, ont leur place dans la littérature Unani. Hein. Et l'histoire de la médecine Unani est ainsi parfois divisée en 4 périodes. La période grecque, la période perso-arabe, la période espagnole ou andalouse, et enfin la période indienne. Hein. Donc nous rencontrons là un exemple dans lequel l'héritage gréco-romain est revendiqué par la science indienne, et d'après cette configuration, nos anciens Grecs et Romains sont aussi les ancêtres des Indiens. On pourrait même dire que nous partageons la même histoire des sciences que les Indiens jusqu'à la période andalouse ou espagnole, et que ce n'est qu'après, longtemps après, que les deux histoires diffèrent. Alors c'est important parce que vous trouverez souvent des historiens de la médecine grecque qui vont s'acharner à montrer que Hippocrate ou Galien, ils ont rompu avec la tradition religieuse et alors d'Asclépios, etc., et qu'ils ont une médecine expérimentale, d'observation, donc en fait, et que là, il y a une rupture, et que ainsi, là, commence la modernité. Voilà. Bon. Deuxième exemple d'héritage différentiel. Merci. Il s'agit donc, là aussi, c'est quelqu'un qui travaille avec nous, Anoush Ganjipour, qui est donc d'origine, enfin qui est iranien, hein, et qui a travaillé, donc qui est philosophe, qui a travaillé sur la philosophie grecque, en particulier Platon, et sur la philosophie islamique. Et qu'est-ce qu'il montre?
Il montre que la tradition métaphysique de l'islam, pendant toute son histoire, se développe à travers un dialogue ininterrompu avec les Grecs, tout particulièrement avec Platon, Aristote et Plotin. Probablement c'est Platon et ses élèves, ou Socrate et ses élèves, qui sont sur la petite image. La lecture de la philosophie grecque par les musulmans est une lecture de part en part politique. Le dialogue avec les Grecs avait une visée constante, répondre à un problème politique qui ne cessait de se poser au sein de l'islam. De Farabi jusqu'au dernier philosophe gnostique de l'islam au XVIIe siècle, et en passant par Avicenne, l'effort des penseurs musulmans consiste à explorer les différentes variantes d'une politeia, je prends exprès le terme grec, islamique. L'amitié politique que l'Antiquité et l'Antiquité tardive grecque avaient pensée entre deux concepts de philia et de philanthropia trouve un développement parallèle chez les musulmans. Ici, il s'agit de refonder cette amitié politique à partir de l'amour divin et de l'amitié de l'homme divinisé, identifié à la figure du philosophe roi, avec le terme clé, la valaya. Donc, décentrer l'Antiquité consiste ici à partir non pas des interprétations de la philosophie occidentale des textes platoniciens, où la philia et la philanthropia se confondent avec leur traduction française ou anglaise ou autre, mais de l'arabe valaya. Excusez-moi pour la prononciation. Moi, je ne suis pas arabisant. Nous saisissons ici donc une autre tradition politique issue de la philosophie grecque, tout aussi légitime, et qui montre qu'il n'y a pas dans cette philosophie une laïcisation de la pensée, un rationalisme, un logos qui serait son fondement, sa révolution fondatrice rompant avec un Orient mystique qui serait resté en deçà du logos. Philosophie qui se serait perdue à nouveau, telle que l'on présente généralement la philosophie d'Al-Ghazali, dont on fait une réaction. Voilà, donc ça c'est pour nos héritages différentiels. Ouais. Maintenant, on va passer à un autre exposé, c'est le Japon possédé par la Grèce, par Michael Luken. Vous voyez ici, c'est donc enfin, c'est pas une très jolie statue, mais enfin, c'est un plâtre peint en forme de bronze, hein, dont on dirait, nous, en Occident, le corps est grec et la tête est japonaise. Mais en fait, nous, quand on met... Bon, en fait, non. Vous allez voir que non. En effet, alors, Michael Luken introduit le concept de possession dans un contexte où il ne s'agit pas de généalogie, comme on a vu ici, mais d'une appropriation volontaire de la culture gréco-romaine apportée de façon récente. Donc, il s'agit au Japon, comme on le verra en Chine, de cultures qui n'ont pas rencontré les Romains et les Grecs de l'Antiquité. Ça semble une évidence. Ce qui, de prime abord, semble changer les choses. Mais ce n'est pas si sûr. Ce qui est raconté aujourd'hui comme des généalogies, en Occident par exemple, est un récit peut-être illusoire. Il y a peut-être des ruptures et des réappropriations tout aussi fictives que celles opérées par le Japon des 18e, 19e, 20e et 21e siècles. Le Japon d'aujourd'hui est imprégné de culture grecque, omniprésente dans l'imagerie contemporaine. Il s'en est si bien emparé que les héros de la mythologie grecque dans les dessins animés ont des traits asiatiques. Ces dessins animés sont exportés vers l'Occident et pour beaucoup de jeunes gens en Occident aujourd'hui, les héros grecs ont inconsciemment l'apparence que leur ont donné les créateurs de dessins animés japonais. Mais pourquoi pas? Je ne vois pas pourquoi ils nous ressembleraient plus à nous qu'à des Japonais. Le Japon a pris possession de la culture gréco-romaine sans garder une distance d'altérité au point que c'est le Japon qui est en quelque sorte possédé par la culture antique. C'est le terme qu'a introduit Michael et ça nous a bien plu. Il ne s'agit pas d'une occidentalisation, mais d'une appropriation dont on peut faire l'histoire depuis le XVIe siècle, l'arrivée des marchands et des missionnaires européens. Cette histoire est marquée par des fictions, comme celle faisant du peuple japonais l'ancêtre des Grecs au début du XXe siècle,
ou par l'affirmation de la culture japonaise comme retour à une Grèce nietzschéenne, autrement dit comme dépassement dialectique de la modernité occidentale chez les nationalistes des années 1930. Cette revendication des origines japonaises n'est pas sans faire penser aux discours tenus par certains panafricanistes depuis la Seconde Guerre mondiale, le plus célèbre étant Black Athena. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils se placent à l'origine de la modernité occidentale. C'est aussi vrai et aussi faux. Bon. Alors, l'exemple du Japon montre comment les savoirs antiques constituent aujourd'hui un bien commun dont chacun peut s'emparer à sa façon, sans pour autant se soumettre à la culture du dominant, c'est-à-dire celle de l'impérialisme occidental, ni se l'approprier totalement en dénonçant un vol de l'histoire, the theft of history, selon l'expression de Jack Goody. Cette possession s'oppose à une prétendue diffusion, laquelle présupposerait des mouvements immanents de la culture. Vous allez voir, les choses s'aggravent. Alors, maintenant, c'est un contact sans middle ground, la prétendue route romaine de la soie. Voilà. Alors, c'est donc Tristan Mauffret. Alors, la grande histoire, c'est... vous voyez, en plus, c'est très contemporain comme problème, hein, parce qu'on prétend qu'il va y avoir des nouvelles routes de la soie. Le problème, c'est est-ce qu'il y en a eu d'anciennes? Et d'où la prétendue route romaine de la soie. Alors, donc, Tristan Mauffret a montré que dire il y a eu des contacts entre les Romains et les Serfs, sous-entendu les Serfs seraient les anciens Chinois, n'avait aucun sens tant qu'on ne regardait pas quelle pratique était à l'origine du discours des anciens sur les Serfs. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on dit voilà, les anciens parlent des Serfs, hein. Or, les Serfs, c'est qui? C'est ceux qui produisaient le séricum, hein, qui arrivait jusqu'en bassin méditerranéen. Le séricum, dit-on aujourd'hui, c'est la soie. Et donc, il s'agit des Chinois. Donc, vous voyez le raisonnement, il y a eu des contacts entre l'Antiquité et les Chinois. Bon. Mais tout ça, on verra pourquoi il y a cette reconstruction. Et pour l'instant, regardons. Qu'est-ce que c'est que la soie? Le séricum, c'est une laine végétale récoltée sur des arbres et qui arrive d'un Orient lointain. Donc on veut bien, on peut dire soie, sans doute la soie c'est pas la même que celle qu'on connaît, c'est sans doute la soie sauvage, enfin bref. En tout cas, bref, c'est le séricum. Le séricum arrive de très loin. Mais ce qui est important pour nous, c'est que le commerce du séricum est seul à l'origine de ce terme de serf. C'est-à-dire il n'y a jamais un type qui s'est avancé en disant je suis un serf, bonjour. À nulle part, à aucun moment. Hein. Personne n'a dit nous sommes les serfs. Hein. Donc, dans la mesure où les Romains... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Romains pensaient automatiquement qu'un matériau exotique et nouveau était produit par un peuple qui se caractérisait par cette production. Les serfs, en fait, le mot serf, ne sert qu'à dire, si je peux dire, excusez-moi, qu'à dire les lointains ultimes. Bon, ça, il faut un examen de tous les textes, etc., c'est sérieux. Donc, ils sont repoussés dans l'extrême périphérie, et donc, et c'est là où c'est important, ils ne peuvent pas être pensés comme un tout unifié, un royaume ou un empire. Alors là, je voudrais avoir juste la suivante, parce que, voilà, ce que vous voyez là, c'est ce que j'appelais une fiction contemporaine, la géographie antique. Vous voyez, alors ce qui se passe, c'est qu'on fait une carte, je ne sais pas de quel point de vue, enfin sans doute d'une autre, hein, et vous voyez d'un côté en jaune orangé, enfin jaune, l'Empire romain, et de l'autre côté, l'Empire en Han. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une symétrie qui est créée, vous voyez, et entre les deux, il y a la route de la soie. Mais ça, c'est nous qui fabriquons ça. Parce que jamais les anciens n'ont considéré les choses comme ça, ni les Han non plus. Et en fait, c'est complètement reconstruit. Et vous verrez qui a fait ça
Mais c'est en finale, je vous raconterai ça. Bon, alors, donc, voilà. En fait, alors, qu'est-ce qu'on sait, hein? C'est-à-dire qu'en fait, on sait que il n'y avait donc pas eu... Enfin, on sait comment ça se passait. C'est-à-dire que le commerce du séricum se faisait ainsi. Ceux qui allaient apporter le séricum dans le bassin méditerranéen... ils mettaient de l'argent ou des marchandises dans un endroit où, sans doute, je sais pas où, c'était... je sais pas si c'était... Enfin, c'était en Asie centrale, disons. Ils s'en allaient. Les, entre guillemets, serfs arrivaient, regardaient si ça leur convenait. Si ça leur convenait, ils prenaient, ils laissaient le séricum. Si ça leur convenait pas, ils repartaient, ils attendaient qu'il y en ait plus. Voilà. C'est un système de troc qui est assez connu, qu'on trouve dans d'autres récits. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas de contact, justement. C'est-à-dire que, donc, on ne sait pas qui rencontre qui. Personne ne rencontrait jamais personne. Et c'est là où, je crois, important d'introduire la notion de middle ground. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas eu la construction d'un espace de rencontre, hein, fût-ce commercial, entre les Romains et des partenaires appelés serfs. Hein. Donc, en fait, ce n'est qu'avec les premières ambassades, c'est-à-dire dans un face-à-face entre deux institutions politiques se reconnaissant mutuellement, qu'il y a eu des Chinois. Et le changement, il a fallu, et le changement de dénomination est essentiel. Hein. Les serfs, ce sont en fait un mot pour dire les gars qui apportent le séricum, on ne sait pas qui c'est. Hein. Et donc, en fait, voilà. Donc, lorsque Peter Frankopan écrit... Alors, j'ai cru que c'était bien ce livre. Je l'ai lu, j'ai hurlé. Hein. Il s'appelle « Les routes de la soie, l'histoire du cœur du monde ». Je vais vous expliquer pourquoi. En 2017, certes, il va bien déseuropéaniser l'histoire, mais au profit d'un nouveau grand récit qui en fait promeut sa discipline, qui est la byzantinologie. Mais ce n'est pas le problème. C'est que, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dit, s'il y a transport de marchandises, il y a forcément transfert de modèles culturels et de savoir. Et en fait, il pose les échanges commerciaux comme dynamique de l'histoire du monde. C'est quand même pas innocent. Hein. Et voilà ce qu'il écrit, je cite, hein, parce que elles, les routes de la soie, désignaient des couloirs de flux et assuraient l'échange des produits, des langues, de la mode ou des religions. Alors, je suis peut-être obsessionnelle, mais il me semble que c'est l'idéologie ultralibérale dans toute sa splendeur, hein, qui en plus ne repose sur rien. C'est pas parce... Voilà. Bon, on pourra en parler. Alors, je sais pas, peut-être que je suis obsessionnelle, c'est possible. Mais quand même, la carte, tout ça. Bon. Alors, on va passer à un autre sujet. C'est l'astronomie serait-elle née à Babylone? Alors, il s'agit là d'un autre problème, hein, et il s'agit de la naissance des sciences, comme on dit. Alors, il s'agit là d'un jeune chercheur qui donc travaille sur les tablettes à Babylone, hein, et Victor Gisenberg. Il a montré que la théorie orbitale des comètes dans le monde antique a été élaborée à Babylone et a été transmise à Rome par l'intermédiaire de l'Égypte. Alors, je ferai court sur cette affaire de... Vous savez que les comètes reviennent régulièrement. Hein? Vous savez pas? Bon, si. La comète de Halley, on peut calculer. Bon. Et donc c'est les astronomes peuvent calculer le retour des comètes. Bon. Et le fait que les comètes reviennent, donc c'est dans l'Antiquité, puis après ça va disparaître, et après on va redécouvrir la théorie orbitale des comètes, c'est-à-dire que les comètes ont une orbite. Alors, donc, il a montré que cette théorie orbitale des comètes dans le monde antique avait été élaborée à Babylone, a été transmise à Rome par l'intermédiaire de l'Égypte. Avant qu'il y ait cette théorie, les comètes étaient des flambeaux divins. Hein. Normal, on voit briller des trucs, c'est des flambeaux divins. Bon. Alors, s'agit-il d'une révolution scientifique qui aurait permis aux anciens d'accéder à la vérité sur les comètes, c'est-à-dire à une connaissance semblable à celle de l'astronomie moderne?
C'est ça qui se dit. Cette connaissance aurait été acquise grâce à des observations qui auraient permis de laïciser le savoir astrologique et de créer une astronomie objective. Ainsi naquit la science. Bon. Une telle conception de la science antique, en fait, si on pense ça, implique une généalogie de la rationalité occidentale qui ainsi naîtrait parmi les physiciens anciens à Babylone et non pas dans l'Égypte grecque, c'est-à-dire à Alexandrie, où elle n'aurait été que transmise, puis à Rome. Or, l'histoire des savoirs antiques montre qu'il n'y a jamais eu de laïcisation de la pensée et de séparation entre astrologie et astronomie. Parler du ciel et des météorailles, ça c'est le terme d'Aristote, a toujours été parler aussi des dieux. Et les observateurs babyloniens, enfin les Babyloniens qui observent les phénomènes célestes et notent leurs observations sur le retour régulier des comètes, c'est ainsi qu'ils ont pu établir la théorie orbitale, sont des astrologues et le font en tant qu'astrologues. Supposer un intérêt purement scientifique à ces phénomènes célestes impliquerait l'existence de la science comme pratique sociale autonome. Il faut donc maintenant comprendre la raison pratique de ces observations et l'intérêt des Babyloniens pour les comètes, une fois qu'on a éliminé l'hypothèse de la science. Or, celles-ci interviennent dans la religion royale. Elles sont associées à des événements, tantôt désastreux, tantôt heureux, du règne d'un monarque. Les prédire, c'est pouvoir modifier le calendrier royal. Astrologie, astronomie et pouvoir monarchique sont inséparables. Alors, vous voyez ici, vous avez le roi Tigrane avec une comète sur sa tiare, roi Parthe, et en fait, c'est parce que, grâce au calcul des astrologues, il a pu inaugurer son règne au moment où apparaissait une comète. Voilà. Bon, alors, donc c'est l'astrologie. Donc, ce que nous percevons aujourd'hui comme un progrès scientifique dans une perspective évolutionniste du savoir était en fait une volonté de prédire les événements célestes dans un but politique. D'où la diffusion de cette astrologie et sa présence auprès de l'empereur à Rome des Augustes. En effet, les monarques, les empereurs romains, contrairement à ce qu'on dit, ont en fait repris des techniques de pouvoir des monarques d'Asie mineure. Ils n'étaient pas des pragmatiques, empiriques, rationalistes, pas du tout. Je veux dire, ils étaient dans le même univers et ils reprenaient des techniques des autres. Voilà. D'où l'astrologie à Rome. Et ce qui remet donc en cause une opposition Orient-Occident, entre un Occident laïcisé, pragmatique, empirique, pré-scientifique, et un Orient religieux, mystique et mystérique, poétique. Bon. Il n'est pas plus légitime de dire que l'esprit scientifique ne serait pas le propre de l'Occident, mais qu'il serait né en Orient, et que ce seraient les Chaldéens qui auraient inventé l'astronomie. En fait, c'est un monde unifié, astronomie, astrologie. Tous les astronomes anciens sont des astrologues, et inversement. Il ne convient pas de les distinguer. L'astrologie, astronomie babylonienne diffuse dans toute la Méditerranée comme pratique de pouvoir à l'usage des monarchies, car elles associent les événements célestes à la personne du prince. Il s'agit bien d'un savoir empirique, mais c'est un empirisme politique et religieux, domaine inséparable. La théorie elle-même n'est pas perçue comme plus vraie, comme un progrès sur la théorie des flambeaux. Elle s'ajoute aux autres discours, et aux autres discours sur les comètes. Elle ne peut être qu'oubliée quand elle n'a plus d'usage politique, autrement dit quand l'empereur romain et les autres monarques seront devenus chrétiens, quand les astres ne seront plus des dieux et l'astrologie ne sera plus une technique de pouvoir. Dernier exemple. Ça va ? Bon. Alors, domination, métissage et identité culturelle, les royaumes grecs d'Afghanistan. Alors, l'idée a longtemps prévalu chez les historiens que les populations orientales furent éduquées par les Grecs, c'est-à-dire les colons grecs installés dans les colonies fondées par les rois successeurs d'Alexandre, qui auraient diffusé la culture grecque chez des populations locales. Inversement, plus récemment, les historiens de la deuxième moitié du XXe siècle
marqués par la décolonisation, se sont intéressés aux noms grecs. Comment avaient-ils réagi face à la culture grecque? Supposons un affrontement culturel entre des dominants grecs et des dominants non grecs soumis à une acculturation forcée. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il faut abandonner le concept d'hellénisation, car il n'existait pas de culture grecque unitaire, et l'idée d'une culture locale uniforme est aussi peu réaliste. Il convient donc de passer à l'étape suivante et regarder ce qu'il en était réellement grâce à l'archéologie des pratiques culturelles d'une ville, donc qui a été étudiée par Lauriane Sève. Alors, j'ai une carte, bien que je sois contre. Voilà. Alors, cette... alors, je crois que je peux montrer ça là-dessus. Cette ville s'appelle Aï Hanoun et elle a l'intérêt d'être très loin. Voilà. Moi, j'ai mis du temps à la trouver, mais ça va. Vous voyez où elle est. Donc, elle est vraiment tout au bout de l'Afghanistan actuel. Puisque cette collègue, c'est la dernière personne à faire de l'archéologie en Afghanistan, on peut lui souhaiter bonne chance. Alors, d'abord, non seulement il y a plus d'argent, mais c'est un tout petit peu dangereux. Alors, voilà. Donc, dans cette ville d'Aï-Hanoun, hein, alors c'est très intéressant. Donc, l'histoire, c'est au 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est une ville fondée par des colons grecs, puisqu'il s'agit des royaumes séleucides, c'est-à-dire des successeurs d'Alexandre. Hein. Et voilà. Donc, elle a été fondée à la fin du IVe siècle. Voilà. Et les fouilles montrent une ville grecque méditerranéenne pour ce qui est de son plan. Hein. Et c'est l'urbanisme grec. Elle comporte aussi des édifices caractéristiques de la vie à la grecque, comme le théâtre ou le gymnase. Mais les fouilles révèlent aussi une mixité culturelle avec les traditions locales, chez les populations, mais également les rois, leur entourage, leur administration. Alors, qui sont les habitants d'Aïr-Hanoum? Ils ont des origines multiples. Les colons grecs sont très peu nombreux, et ils viennent d'Ionie, ce que nous appelons aujourd'hui la Grèce d'Asie. Ils sont très peu nombreux. Les soldats que les rois grecs séleucides installent ne sont pas des Grecs au sens pur du terme, si vous voulez. Hein. Ce sont des Syriens, des Perses, des Babyloniens, des Égyptiens. Et ensuite, les populations locales sont elles-mêmes des habitants comme les autres. Je veux dire, ils viennent des citoyens de la cité. Entre tous ces gens-là, l'hellénisme a servi comme instrument de communication, comme une forme justement de middle ground. Enfin, je sais pas, l'expression est beaucoup utilisée actuellement. Hein, ça veut dire en fait un espace commun de rencontre. Hein. Donc en fait, il existait de multiples combinaisons et le degré de mixité variait en fonction des contextes et des individus concernés. Un même individu pouvait vivre dans une maison bactrienne, consommer des produits d'origine méditerranéenne, s'il avait les moyens, hein, assister à des représentations de théâtre ou s'y rendre lors des séances de l'Assemblée. Et puis, il pouvait aussi célébrer des rites, tantôt d'inspiration grecque, tantôt locale, dans les sanctuaires de la ville. Dans ces conditions, les choix étaient faits, les individus ou des groupes agissaient en fonction de stratégies personnelles. Alors, parmi les choix des habitants d'Aït-Hanoun, et plus généralement de tout l'Orient hellénistique, il y en a un qui est tout à fait intéressant. Il s'agit de la volonté dans les classes supérieures, dont l'origine peut être diverse, de conserver et de reproduire quelques pratiques purement grecques sélectionnées. En fait, il y a un hellénisme construit avec des signes, le bain, l'éducation au gymnase, la pratique de la langue grecque, l'érudition. Hein. Et c'est ça qui définissait à leurs yeux l'hellénisme. Ils écrivaient un grec qui ne se différenciait pas de celui qui était en usage dans le monde méditerranéen, qui était un tout petit peu figé. Hein. Alors, en fait, à Aït-Hanoun, comme ailleurs, dans l'Orient hellénisé, d'un côté, nous rencontrons l'affirmation de l'hellénisme le plus pur et sa préservation, et de l'autre, la mixité de la culture locale. Et on peut ici retrouver des théories anciennes de Frédéric Barthes. Je ne sais pas si on peut revenir au... Voilà, merci. Voilà, je crois que j'ai mis son nom. Ouais, c'est ça. Qui distingue
la culture au sens large, et qui est ici une mixité culturelle, et l'identité culturelle des populations, qui est en fait une revendication qui se fait par quelques signes. Hein. On dit je suis grec, je suis machin, je suis truc, mais en fait, juste on affiche une appartenance par des signes convenus. Ce qui ne veut pas dire que voilà. Ici, la culture est mixte, mais les élites et les rois affirment une identité grecque par des signes d'hellénité. Alors, si je me permettais, sans choquer personne, je vois dans l'usage du foulard la même chose. C'est-à-dire que, chez les femmes qui mettent un foulard islamique, et dont beaucoup ont une vie complètement occidentalisée, avec une affirmation identitaire. Je sais que c'est un sujet brûlant ou polémique, mais bon, j'ai parlé beaucoup avec des femmes qui font ça, qui donc disent tant que vous me voilà, bon, bref, on pourra en parler. Alors, donc, je voudrais revenir. Non, parce que si vous voulez, c'est intéressant d'aller voir comment ça se passe ailleurs, c'est ça, d'Antiquité en particulier. Alors, ces signes, en effet, constituaient une culture impériale artificielle, mais qui était partagée par tous ceux qui détenaient une autorité au sein du système impérial séleucide. Vous voyez, il ne s'agit pas de dire il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé, il y a une culture, tout le monde est gentil, tout le monde est sèbe et tout le monde est mixte. C'est pas ça du tout. C'est qu'il y a de fait une affirmation d'une identité culturelle grecque par ceux qui sont en situation de pouvoir, sans que leur origine ne leur impose, sans qu'il n'y ait rien que ce soit. C'est pas du tout des Grecs colons au sens moderne du terme, mais il y a cette fabrication, donc cette culture impériale, et par ailleurs une mixité dans la vie, une mixité variable. Alors, j'ai terminé, je voudrais faire le bilan. Ça va aller là? Bon, merci. Alors, oui, si je vous avais promis la clé de la route de la soie. Alors, en effet, et ça, j'ai adoré ça, d'apprendre que cette expression de route de la soie a été forgée au XIXe siècle, évidemment, et c'est dû à un géographe allemand. Mais vous savez, la géographie, c'est pas une science neutre. Bon, la géographie, ça consiste en particulier à dire qu'il y a des cultures attachées à des territoires, ce qui est quand même une violence, tout, une violence. Bon, alors voilà, il a fait cette et en fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'est ça. C'est que on a une représentation du monde qui est celle que se font les cartographes au XIXe siècle, et là-dessus, on projette des routes de la soie fantasmées. Ça veut dire, il y a eu des rapports commerciaux, etc. Enfin bon, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que le monde était déjà organisé comme ça, ce qui est évidemment faux. Alors, maintenant, je voudrais juste faire le point sur, disons, deux expériences de pensée qui me semblent intéressantes. D'abord, l'affaire des Japonais. Si vous pensez qu'ils sont tout aussi légitimes à se prétendre héritiers des anciens Grecs, on aura fait un pas, je crois. C'est un peu dur, mais c'est une expérience de pensée intéressante. Et maintenant, nous, on est habitués. Entre nous, on a bon. Et l'idée que les Serfs ne sont pas les Chinois de l'Antiquité, et qu'il n'y a pas d'empire chinois au sens que c'est nous qui le reconstituons, qu'il faut aller voir ce que les Chinois disent d'eux-mêmes, et que le mot empire est complètement abîmé par c'est toujours l'Imperium Romanum, voilà. Et enfin, à propos de Aï-Khanoun, on voit bien que donc cette affaire dans l'ancienne, enfin dans ce royaume, c'est le Cid. On voit bien que il faut absolument on a envie de le faire maintenant, mais on voit qu'on peut le faire dans l'Antiquité. On peut désessentialiser et désethniciser des cultures qu'on avait jusqu'à présent essentialisées et ethnicisées. C'est-à-dire la culture grecque, ça n'existe pas comme unité, comme close sur elle-même. Et c'est différent à un endroit à un autre. C'est pas lié à une identité ethnique, ni une identité culturelle, ni une identité historique. Voilà ce
attendez, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, je crois que ça va. On s'arrêter là. Oui. Ça suffit comme ça. Merci beaucoup. Avant que la salle ne pose des questions, et je me doute bien qu'il y en aura beaucoup, je donne la parole à Pascale Viel, donc, qui est fellow de l'Institut d'études avancées de Nantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là aussi, c'est l'écart, puisqu'elle est professeure de droit social et qu'elle s'intéresse à la protection sociale, à la gouvernance européenne, aux questions de genre. Pascale, ma chère Pascale, une petite réaction, une question, un lien vers les questions de la salle? Merci beaucoup. Merci pour cet exposé décoiffant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et mais oui, j'ai une tâche un peu difficile parce que dans la grande tradition de l'Institut dont vous a parlé sa directrice Françoise Rublin, donc elle vous a dit qu'on met ensemble une série de fellows, de personnes qui vont résider là pendant 9 mois, dont beaucoup sont ici, ensemble, et on nous demande de converser, de dialoguer, et ce qui se passe en général, on est confronté à un triple décalage, un décalage nord-sud, un décalage disciplinaire, on rencontre des personnes qui travaillent sur les mêmes thèmes, mais dans d'autres disciplines, et un décalage thématique. Et alors, il se fait qu'aujourd'hui, dans cette grande tradition, on m'a dévolu la tâche difficile de parler à partir d'au moins un double décalage, puisque l'Antiquité n'est ni mon thème, ni l'histoire et l'anthropologie ne sont mes disciplines. Et donc, je ne vais pas avoir la prétention du tout de discuter cet exposé au sens académique du terme, plutôt ouvrir une discussion à laquelle je vais inviter le public par 2-3 petites réflexions et surtout 2 questions, des questions naïves. Je m'en excuse donc d'emblée. C'est les plus difficiles, je le sais par mon expérience pédagogique, mais elles risquent de pas être aussi sophistiquées qu'on pourrait l'attendre après votre exposé. D'abord, une réflexion. C'est vrai que l'histoire n'est jamais que le récit qu'on en fait, bien entendu, et que la sélection et l'interprétation des éléments du récit qu'on veut bien choisir. Et que j'ai vraiment apprécié que votre exposé nous invite à réimaginer et à raconter l'Antiquité dans le temps et dans l'espace. Qu'il nous invite à une grande vigilance à l'égard des récits, des origines manipulées par le discours politique et, hélas, aussi souvent par le discours scientifique. Mais il nous rappelle aussi, et c'est pour ça que c'est facile à dire ça, mais après, il nous rappelle quand même aussi que le choix du récit est toujours politique, quelque part. C'est-à-dire le choix et des éléments et de leur interprétation. Et qu'il va finir par déterminer d'une manière ou d'une autre notre choix collectif présent et nos projections collectives. Et j'ai été vraiment surprise en entrant de voir, je n'étais pas venue depuis un petit moment, de voir que le grand panneau à l'entrée de l'exposition qui commence en ce moment au lieu unique, c'est Tomorrow's, fiction spéculative pour l'avenir méditerranéen. Je me suis dit, mais quel beau pendant à la conférence qui vient de nous être offerte. Et encore une dernière. Donc ça, c'est les observations immédiates que ça m'a suscité. Et puis un tout petit souvenir qui m'est revenu. On aime ou on n'aime pas Hergé. Il se fait que je suis belge. Et je suis belge. J'ai lu Hergé depuis toute petite, lu et relu. Et alors évidemment, un de vos exemples, une de vos illustrations, celle qui montrait cette différence artificiellement construite entre astrologie et astronomie, m'a renvoyé à une anecdote dans une histoire d'Hergé qui est le Temple du Soleil, où précisément tout se joue autour de cette opposition, réconciliation, puisque Tintin est
est capturé par des Incas. Déjà, il y a un anachronisme tout à fait incroyable, qui ont survécu derrière un rideau d'eau. Et c'est sur l'eau et le feu, enfin, il y a des tas de choses. Et ils vont, puisqu'il a enfreint l'interdit et qu'il est entré dans ce royaume qui était resté préservé, ils vont l'immoler par le feu et il découvre, tombe de sa poche un papier journal qui annonce une éclipse solaire. On lui laisse le choix du jour où il va pouvoir être mis sur le bûcher. Il choisit ce jour-là. Et alors, évidemment, le bûcher ne peut pas prendre feu, l'éclipse arrive, et ça rejoue, je pense, aussi le récit du malentendu, de la colonisation entre l'arrivée voilà. Mais c'était je me suis dit, tiens, Hergé intuitivement a dû capter quelque chose de tous ces dilemmes. Ça m'intéresserait, si vous l'avez lu, d'avoir votre réaction à ce propos. Donc alors, mes deux questions et rapidement. La première, nous avons entendu hier à l'Institut, justement, dans le cadre du séminaire qui nous réunit tous les lundis matins, un exposé d'Abdeslam Sedadi, qui est là-bas au fond, je crois, que je vois, sur la modernité, et qui essayait de revisiter la notion de modernité dans le temps, dans l'espace, en essayant d'identifier les pièges, les écueils de ce que vous avez appelé l'eurocentrisme, ou voilà. Et donc je me suis dit, mais dans le fond, à partir de cette perspective que vous nous ouvrez, dont on sent le chantier infini pratiquement, parce qu'il y a un chantier pour la recherche qui est magnifique là, mais qui nous oblige à revoir le périmètre de l'Antiquité dans le temps et dans l'espace. Que faites-vous finalement? Comment est-ce qu'on peut définir l'Antiquité? Est-ce qu'on peut donner une périodicisation compte tenu de son déploiement dans des récits et dans des espaces multiples? Et comment peut-on la rétro-projeter sur la notion de modernité sans que justement cette modernité soit recentrée? Comment est-ce qu'on peut repenser ces découpages et ces notions? C'est ma première question. Et la deuxième est beaucoup plus simple. Vous nous aviez dit que le groupe avait travaillé dans la foulée des travaux sur de Boucheron sur l'histoire mondiale de la France, mais aussi en réaction aux études postcoloniales. Ça m'intéresse particulièrement et je n'ai pas tout à fait compris cette dimension-là dans l'exposé, donc si vous pouviez peut-être le clarifier. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'ai quand même la première question. Enfin non, je vais commencer par la seconde parce que c'est plus facile. Alors, non, c'est pas qu'on a travaillé à la suite de Patrick Boucheron, c'est que bon, nous, notre groupe, on n'a rien à rendre à personne. On ne fait pas de projet et on ne fait pas de rapport. Donc on peut se laisser aller. Hein, donc on a un jour Antoine, qui est en fait le chef de file de toute cette affaire, Antoine a dit il faudrait faire, vous avez vu, alors enfin c'était il y a 2 ans, ouais, vous avez vu Patrick Boucheron, c'est génial et tout, il faudrait qu'on fasse la même chose pour l'Antiquité. Voilà, c'est comme ça, c'était bon. Ah oui, pourquoi pas, Antoine. Bon, alors après on passe à autre chose, puis comme on n'avait pas trouvé d'autre sujet, on est revenu à Antoine. Antoine, ton projet, tu pourrais pas le développer, etc. Voilà, bon, ça s'est passé comme ça. Hein. Et ensuite, bon, c'est vrai que moi, comme les gens, ma génération, je connais Patrick Boucheron, donc on en a parlé, donc peut-être on va faire quelque chose avec lui. Bon, donc ça c'est juste que on n'est pas très sérieux, hein, je veux dire. Quand on a envie d'un truc, on le fait, on voit où ça mène. Puisqu'on n'est pas coincé, on n'a pas d'argent, donc ça va. On demande de l'argent à personne, on n'a pas d'argent. Bon, ça va. Alors, on fait comme on peut. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, en ce qui concerne, voilà, la modernité. Alors, la modernité, en fait, on n'a pas envie de définir. Si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que, et c'est pour ça là où Patrick, on aime bien voir des cas par cas. Hein, et aucune théorie générale. De toute façon, on sait combien c'est casse-gueule. Hein, et donc, on préfère avancer sur des cas. Et à propos justement, je voudrais revenir sur astronomie, astrologie. J'ai oublié de dire une chose. C'est qu'en fait, vous savez que Kepler, le fameux Kepler, était astrologue, comme était astronome et astrologue. Il a fait beaucoup de livres d'astrologie. J'ai dû l'afficher d'ailleurs quelque part, je sais plus. Voilà. Bon, donc voilà, c'est juste pour dire qu'en fait, là aussi, il faut faire l'histoire de ces représentations, hein, et voir ce qui se passe.
Alors, bon, la modernité, si vous voulez, on la saisit là où elle se manifeste. Hein. Et vous voyez, par exemple, de pas dire que Kepler a été astrologue, c'est ça la modernité. Hein. C'est parce qu'on peut pas faire de celui qui est celui qu'on magnifie comme l'astronome, donc qui est pris dans la culture scientifique occidentale, hein, où là c'est embêtant, hein, il était astrologue aussi. Voilà. Bon, vous voyez, ça fait des ordres. Alors, bon, ça c'est une chose. Oui, alors l'histoire des postcoloniales. Alors, je dois vous dire que l'affaire des postcoloniales, hein, c'est quand même un grand débat entre nous, parce que tout le monde n'est pas aussi féroce que moi à l'égard des postcoloniales. Il y en a qui disent quand même, tu peux pas faire ça, quand même c'est des gens bien. Bon, alors, bonne attention, ok, d'accord, décolonisation, d'accord, on peut pas, mais on peut pas faire ce genre de chantage, parce que, vous voyez, j'ai pensé, moi j'ai en particulier travaillé sur un peu sur le Maghreb. Hein, et sur, voilà. Bon. Et alors, l'exemple, bon, évidemment, c'est caricatural et je crois qu'on ne peut pas limiter les postcolonialistes disent à ça. Mais prenez l'histoire de l'identité berbère. C'est complètement débile. Je veux dire, il n'y a jamais eu de peuple berbère dans l'Antiquité. Hein. Et la langue berbère, on sait, en supposant qu'il y ait une langue berbère unifiée, enfin bon, tout ça hein, ne marche pas. Hein. Quant à la résistance... Alors, un de mes meilleurs amis a écrit un beau livre. Enfin, maintenant, il était plus vieux que moi autrefois, donc il doit être toujours. Donc, je ne sais même pas s'il est encore en vie. Mais bon, en parlant, il a fait sur la résistance à la romanisation au Maroc. Mais c'est faux. Je veux dire, il n'y a jamais eu... Pour ça, ça suppose, si vous voulez, une sorte d'affrontement entre une identité complètement solide, qui serait l'identité des Marocains d'autrefois, mais ça vaut pas mieux que l'identité gauloise. Je veux dire, c'est du même tonneau. Hein. Voilà. Donc, oui. Alors, c'est pour ça que j'ai pris l'affaire parce que de Massinissa. Hein. Y a beaucoup d'Algériens qui s'appellent d'ailleurs aujourd'hui Massinissa, hein, parce que Massinissa, effectivement, a fait la guerre contre les Romains. Il a fait la guerre contre les Romains après avoir été l'allié des Romains, ce qui est tout à fait normal dans l'Antiquité, mais surtout qu'il n'a pas d'identité culturelle close, repliée sur elle-même, forte, qui soit celle des Numides. C'est pour ça que j'ai mis ça. Hein. C'est que Massinissa, voilà, le roi Ptolémée, qui est roi d'Égypte, parlant de Massinissa, roi de Libye. Hein, au livre 8 de ses mémoires, hein, et il raconte comment ça se passe. Et Massinissa, et comme tous les rois mais du monde méditerranéen, il a une culture mixte. Il a une bibliothèque d'ailleurs, on en parle souvent, on parle celle de Juba, mais il y a aussi une bibliothèque de Massinissa, hein, qui est à la fois grecque, latine et punique. Hein. Vous voyez que la musique est grecque, les corbeilles, etc. Hein. Et on a trouvé à Délos, donc dans une île grecque qui est l'île dans le sanctuaire d'Apollon, hein, une stèle en grec, hein, qui a été dédiée par un fils de Massinissa. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, on est dans un monde. Voilà. Alors, bon, c'est ça qui m'énerve dans les post-coloniales sud, c'est que ça vaut pas mieux que le nationalisme occidentale. Mais je pense que c'est dépassé pour beaucoup, hein, et que effectivement ça a été bien de rappeler qu'il n'y avait pas que des Grecs et des Romains. Cela dit, les Grecs et les Romains étaient souvent, enfin, je veux dire, c'était ceux qu'on appelle des Berbères, mais qui ne s'appelaient pas les Berbères, qu'on n'a jamais appelé les Berbères. Et le mot berbère, bon, je raconterai pas ça, hein, j'ai une autre fois. D'où ça vient, mais ça vient pas de ce qu'on dit. Voilà. Voilà. Alors, vous aviez une question encore? Est-ce que j'ai répondu? Ah oui. Est-ce qu'on peut encore s'en servir comme catégorie, comme concept, comme catégorie descriptive d'une période? Oui, vous avez raison. Alors Antoine, toujours notre cher Antoine, hein, il dit il faut désantiquiser l'Antiquité. Ouais, ça, il n'a peur de rien, lui, Antoine. Hein. Il n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous voulez, une fois encore, c'est quelque chose qui existe. Lorsqu'on dit Antiquité gréco-romaine, on voit en gros de quoi il s'agit, mais on s'arrêtera là. Hein. Savoir si elle...
Bon, la fin de l'Antiquité, eh ben, certains disent elle n'a jamais fini. Alors bon, je veux dire, les médiévistes disent mais c'est pas vrai, il n'y a pas de fin de l'Empire. Donc bon, si vous voulez, ça fait partie de l'imaginaire contemporain, donc ça existe. Et c'est avec ça qu'il faut jouer, parce que en fait, bon, délimiter, périodiser, ça. Moi je suis pas historienne. Hein, je pense que l'histoire est utile, hein, mais je suis pas une historienne fanatique. Je ne conceptualise pas, je ne catégorise pas, je fais pas grand-chose, quoi, en fait.